Et si ces schémas relationnels, qui nous agacent parfois, cette anxiété ou cette distance, si ce n'étaient pas des ennemis à combattre, mais plutôt des messagers? Des messagers internes qu'il faudrait écouter. Explorons ça aujourd'hui, cette idée de transformer notre approche des styles d'attachement. On s'appuie sur des réflexions assez fascinantes. L'idée principale, c'est que ces tendances, l'attachement anxieux, l'évitant, qu'on voit souvent comme des défauts, ce seraient en fait des mécanismes de protection. Exactement. Des stratégies développées dans l'enfance, quoi. Ah oui, Pour naviguer un environnement qui répondait pas complètement à nos besoins affectifs, c'est ça. C'est ça. Et ça change tout. Plutôt que de vouloir se débarrasser de l'anxiété ou de l'évitement, l'approche serait d'accueillir, de comprendre cette partie de soi. On parle souvent d'enfant intérieur, cette part qui porte les besoins non satisfaits, les anciennes stratégies. d'accord. Et elle demande juste à être vue, entendue. Enfin, Ok, donc c'est un vrai changement de regard. D'habitude, on veut corriger ça. Là, on écoute. On dialogue avec cette part de nous. tout à fait. La guérison, ou disons plutôt l'intégration, ça passerait par là. Développer une confiance avec cette partie vulnérable. C'est reconnaître ses besoins, l'écouter, sans la juger, la rassurer, lui montrer qu'aujourd'hui c'est différent. C'est un dialogue intérieur, oui. Hmm. Et ça explique peut-être mieux ce fameux piège anxieux évitant. Cette danse où l'un poursuit, l'autre fuit, et pourtant ils sont attirés l'un par l'autre. Oui, c'est une dynamique classique. Ils se reflètent l'un l'autre en fait, des blessures, des croyances, souvent inconscientes, qui viennent de loin. L'anxieux cherche la réassurance, et ça active la peur de l'évitant d'être submergé. Ah, d'accord. Et l'évitant en se retirant, eh bien il confirme la peur de l'abandon chez l'anxieux. C'est un cercle. Même si c'est douloureux, cette familiarité crée un lien fort. Alors, Oui, paradoxalement. Et ça nous amène à une autre figure intéressante, le réparateur. Celui ou celle qui veut toujours arranger les autres. Quel est le lien ici ? oui, j'allais y venir. C'est quoi le rapport avec les styles d'attachement ? Le lien est souvent très fort. Vouloir réparer quelqu'un, ça sous-entend qu'on le voit comme cassé. Et ça peut cacher notre propre malaise face à la détresse ou un besoin de se sentir utile, valorisé, quoi. Le réparateur trouve une validation, c'est sûr, mais ça peut créer une dynamique codépendante. Et ça empêche l'autre de trouver ses propres forces, sa propre responsabilité. Attends, donc en pensant aider, on pourrait en fait nuire. Et s'épuiser soi-même par la même occasion. Absolument. Il y a cette idée forte qui ressort, en se concentrant sur l'autre, sur sa réparation, on s'oublie. On s'abandonne soi-même. Il y a cette question assez percutante. Si l'autre part, après qu'on ait tout fait pour le réparer, est-ce qu'on ne s'était pas déjà abandonné nous-mêmes bien avant, en mettant toute notre énergie là-dedans ? Waouh, c'est puissant ça. Ça invite à repenser complètement le soutien. Moins faire, plus être. Offrir une présence, c'est ça, sans chercher la solution à tout prix. Comme cet exemple du praticien de breathwork, Oui, exactement. qui reste juste calme, présent, face à une grosse émotion, sans juger, sans essayer d'arrêter quoi que ce soit. C'est ça l'idée. La présence, elle valide l'émotion. Ok, ce que tu ressens, c'est légitime. Alors que tenter de réparer, ça peut envoyer le message « ton émotion me dérange, change-la ». Je vois. Et ça mène naturellement à l'importance de définir ses propres standards relationnels. C'est standard. Oui, mais pas une checklist. Plutôt une clarté sur l'énergie qu'on veut partager, les valeurs, la réciprocité. Une attente saine, quoi. Élever ses standards, donc. Mais dans le sens de mieux s'écouter, de respecter ses limites, dire non aux dynamiques qui nous vident. C'est ça. Et ça passe aussi par comprendre ce qui est à nous et ce qui est à l'autre. C'est là qu'intervient le concept de séparation des tâches. La séparation des tâches, ça vient d'où ça ? C'est emprunté à la psychologie adlérienne. L'idée, c'est de tracer une ligne claire. Ça, c'est ma réaction, mon choix, ma responsabilité, c'est ma tâche. Et ça, ce sont les sentiments de l'autre, ses choix, ses problèmes, c'est sa tâche. Se concentrer sur sa propre tâche, c'est libérateur. D'accord, je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Que la clé, ce serait pas tant de vouloir changer l'autre ou de s'acharner sur nos défauts, Non, mais plutôt de cultiver la présence à soi, d'écouter nos parts blessées et d'oser viser des relations plus saines énergétiquement. oui, c'est une invitation à l'autocompassion, je dirais, et en même temps à la responsabilité personnelle. Reconnaître les schémas, les nôtres, ceux des autres, avec lucidité, mais sans se flageller.
pour faire des choix plus alignés au final. Exactement. Et peut-être une dernière question pour la route. Et si nos réactions les plus fortes face aux autres, la frustration, le besoin de réparer, le sentiment d'abandon, si tout ça, c'était avant tout des panneaux indicateurs, des flèches qui pointent pas vers l'autre, mais vers nos propres blessures, nos zones intérieures qui demandent notre attention.